Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à la chefferie. Excusez-moi, nous avons donc jusqu'à 9h40, c'est ça? On a une heure, 9h40. Donc la prochaine session commence ici à 9h40, à 10h40. Allô? Oui. Bien. Donc bonjour à toutes et tous de nouveau. Nous avons la chance aujourd'hui donc d'aborder un sujet qui est effectivement important. Impact de la Covid, c'est pas n'importe quoi. Sur l'organisation des transports urbains dans leur sens complet. Alors effectivement, comme il nous a été dit à l'instant, on a des participants de plusieurs niveaux. Et ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir mettre en perspective, dans cette perspective de gouvernance, les différents acteurs qui interviennent sur le champ du transport. Et là, nous avons la chance d'avoir Monsieur Bouba Dalambaye, avec qui je me suis entretenu, vous le connaissez sûrement, beaucoup d'entre vous. Il est conseiller municipal à la mairie de Cocody et vice-président sur la commission transport, ici donc en Côte d'Ivoire. Et en plus, il est membre du conseil stratégique de l'autorité de la mobilité urbaine. Donc vous voyez, ce n'est pas simplement transport, c'est mobilité. Ces deux termes, il faudra bien les comprendre. Mobilité ou transport. De la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, qui est connu normalement sous le terme de Amouga. Voilà. Ensuite, je voudrais présenter Madame Assemian Blanche Auxence, qui est la DG, la directrice générale de Label Transport, donc en Côte d'Ivoire, de nouveau. Nous avons la chance d'avoir, qui s'est joint au panel, Monsieur Ibrahima Amadou Niang, de l'AMCS, n'est-ce pas? De l'AMCS, l'association des communes du Sud, en coopération avec Grand Paris Sud. Et M. Ibrahima Amadou Niang, lui, il est coordinateur national et chef de projet. Donc bienvenue madame, bienvenue monsieur. Et nous aurons en cours de route M. Diaby Ibrahim, qui est le DG du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire. Donc vous voyez, on va aborder autant les aspects nationaux que les aspects locaux. Et j'aimerais bien qu'on essaye d'avoir un dialogue autour de ces sujets entre l'urbain et l'autre. Alors, je vous propose comme format, effectivement, qu'on ait un tour de table. C'est assez informel. On va avoir deux moments. Un moment, ça va être, on va écouter nos panélistes autour de 4 questions, en espérant qu'ils pourront répondre à certaines d'entre elles. Mais je livre aussi ces questions puisque, dans un deuxième temps, dans l'heure impartie, vous pourrez faire vos questions, mais aussi vos commentaires et votre rapport sur ces mêmes questions. D'accord? Donc je vais brièvement les énoncer. J'aurais bien aimé qu'elles soient sur l'écran. On va voir si on y arrive. Donc, la première est relativement simple. C'est sur l'impact de la Covid. Quel a été l'impact à votre niveau? Puisqu'on sait très bien qu'il y a des grosses différences entre ce qu'on appelle le Sud ou le Nord, vous voyez, les pays d'ici, africains, on a un représentant du Sahel. Voilà. Donc la première... Ah. Bienvenue, monsieur. Donc j'imagine que vous êtes monsieur Diaby Ibrahim. Bien. Donc voilà, on a la chance d'avoir le panel est complet. Donc de nouveau, monsieur Diaby Ibrahim, bienvenue. Et vous êtes donc le DG du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier. Et je disais juste qu'on va essayer de travailler sur la question des transports urbains, métropolitains, puisqu'on a également monsieur Bouba Dalambaye, mais aussi nationaux, d'accord, en essayant de faire de l'intermodal entre tous ces niveaux. Bien. Question. Donc l'idée, c'est qu'on ait un panel relativement simple entre nous sur la première, c'est 4 questions. L'impact de la Covid. Quel a été l'impact à votre niveau? En quoi la Covid vous a amené à changer vos actions et l'organisation de vos transports? La deuxième, c'est une question qui est aussi beaucoup pour les participants qui viennent d'ailleurs. C'est Covid, télétravail et organisation des transports. On aimerait bien savoir ici
En quoi la Covid a affecté la question des transports via le télétravail, puisqu'on suppose qu'il y a des personnes qui sont là, mais est-ce qu'elles prenaient les transports en public? En quoi le télétravail vous a affecté? Est-ce qu'il existe ici? La troisième, c'est sur la question de Covid, réorganisation des transports urbains et mobilité douce. On parle beaucoup, on pourrait penser que la Covid, c'est une opportunité pour la transition climatique. Et le développement de ce qu'on appelle les mobilités douces, surtout en milieu urbain, que ce soit les vélos, on parle de trottinettes, skate, et plusieurs villes commencent à développer, à la lumière de la Covid, ces mobilités douces. Quel est votre sentiment sur cette question, ici en Côte d'Ivoire, ou pour monsieur en Mauritanie? Qu'est-ce que vous en pensez de ces mobilités douces? Quelles sont leurs chances? Et il y a un gros problème qui se pose, que vous devez connaître aussi, c'est celui de tout ce qui va être les systèmes intermodal. C'est connecter les transports avec les mobilités douces ou autres. Dans ces mobilités, je pense qu'il faudra aborder le thème important donc à à Abidjan, qui est le transport fluvial, dont on ne parle pas suffisamment, mais qui fait partie de l'équation, puisque c'est quand même moins cher, moins polluant, plus rapide. Donc, transport fluvial, s'il vous plaît, quelles sont vos vues dans ce troisième point? Et la quatrième est une question plus sociale liée au transport et de santé. Actuellement, à cause de la Covid, comment améliorer les conditions de protection dans les transports en public ou même dans tout ce qui est votre gamme de transport, que ce soit les taxis en commun, etc. C'est comment protéger mieux les citoyennes et les citoyens en période de Covid. Puisqu'on voit les pays, ils bourrent tout le monde dans des transports publics et ce sont des foyers d'infection. Que faire? Sensibiliser, obliger, Comment y arriver? Puisque cette Covid, elle est là pour un petit moment. Donc voilà, c'est une proposition de 4 questions. Vous en prenez certaines, là où vous vous sentez le mieux, finalement. Et puis... je vais essayer de mesurer le temps, donc il est 8h49. Je vous propose de parler de l'ordre de entre 5 et 8 minutes pour qu'on ait un petit moment d'échange avec nos amis de la salle. Voilà. Qui veut démarrer? Très bien, voilà. Merci. Bonjour à tous. Il n'est point besoin d'être du secteur des transports pour avoir constaté que la pandémie du coronavirus a affecté fortement ce secteur en termes de réduction de l'offre, puisqu'il y a eu de part et d'autre, parlant de notre pays et des autres pays en Afrique et partout ailleurs, des mesures de restriction en termes d'occupation des véhicules, en termes parfois des heures d'activité professionnelle, ce qui a amené le secteur des transports à réduire la voilure que précédemment elle offrait à la demande, puisque les véhicules étaient occupés. On a demandé à ce qu'ils soient occupés par moins de passagers. Certains services n'ouvraient plus à l'heure initiale avec des réductions de temps de travail. Et donc tout ceci a amené à un impact assez fort, pour ne pas dire négatif, sur le secteur des transports, avec voire même des pertes d'emploi de certains acteurs, pour ne pas parler des chauffeurs, puisque l'activité étant réduite, le besoin de ceux qui devaient pourvoir à ces services a été aussi amoindri. Mais nous allons parler de long en large. Donc l'impact, on ne pourrait dire a été négatif dans sa globalité. Mais en toute chose qui arrive à nos sociétés, il est bon d'en tirer des leçons et voir qu'est-ce qu'on pourrait en faire. Ça va offrir aussi une opportunité de pouvoir réorganiser ce secteur, nous en parlerons plus tard, et amener à une meilleure organisation et à des meilleures perspectives. C'est tout ce que je pourrais dire pour le moment, puisque nous allons le développer par la suite. Je vous remercie.
Merci. Je suis Diaby Ibrahim, directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire. Je voudrais d'abord saluer cette belle initiative qui nous permet donc d'échanger avec les usagers et, comme le dit le thème, d'essayer de parler de l'impact donc de la Covid sur le secteur du transport, mais particulièrement sur le secteur du transport urbain. En ce qui concerne ce sujet, en Côte d'Ivoire, nous avons eu cette pandémie qui a eu donc un impact sur notre secteur d'activité. Alors, je n'ai pas besoin de rappeler l'importance du secteur du transport dans notre développement économique et social. Et rappeler que nous étions déjà en pleine réforme. Nous sommes en pleine réforme du secteur du transport routier avec la prise d'une nouvelle loi depuis 2015, avec donc un certain nombre de dispositifs qui sont pris par le gouvernement pour permettre de faire une transition positive du secteur informel vers le secteur formel. Et c'est dans ce élan professionnel que nous étions lorsqu'en mars donc, 2020 est survenue donc la pandémie du coronavirus. Bien entendu, cela a eu un impact sur notre secteur d'activité. Dans un premier temps, le Comité national de sécurité a pris un certain nombre de dispositions, notamment pour d'abord freiner la propagation. Ils ont pris un certain nombre de dispositions qu'on a appelées les mesures barrières. Et ces mesures barrières, pour ce qui est du secteur du transport, a consisté à faire en sorte que nous puissions observer la question de la distanciation dans les véhicules. Et cela, on a été assez imaginatif avec le ministère des Transports. Pour tous les véhicules de 4 places, notamment les taxis, il fallait désormais transporter moins une personne pour donc permettre la distanciation. Alors pour tous les véhicules de 18-20 places, il fallait rouler à moins 5 personnes, à moins 6 personnes. Pour les autocars de 60 places, il fallait rouler avec 45 personnes à bord. Donc l'idée était donc d'observer la distanciation. Et ensuite, lorsque le niveau de propagation a été assez élevé au niveau d'Abidjan, le gouvernement a décidé d'isoler Abidjan. Pendant, je pense, 3 ou 4 mois, Abidjan a donc été isolé en matière de transport et de déplacement des populations. Et pendant tout ce temps, toutes nos flottes de transport de personnes de grande capacité ont donc été immobilisées pendant les 3-4 mois. Personne n'est sorti d'Abidjan. Et après 3-4 mois, on a constaté une baisse donc, des cas, comme on le dit, et après, on a donc repris les activités. Alors, c'est pour vous dire que si vous calculez ce manque à gagner lié donc à la diminution du nombre de personnes transportées, si vous calculez l'impact de l'immobilisation totale de la flotte de toutes les compagnies de transport pendant 4 mois, et si vous calculez ce manque à gagner, vous allez voir que ça a eu un impact extrêmement négatif sur le secteur du transport. Mais ce qu'on gagne dedans, c'est qu'on a gagné en baisse donc, du nombre de cas et on a gagné en non-propagation donc, du virus en Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'on pourrait dire dans un premier temps, en attendant qu'on puisse échanger donc, avec nos amis. Merci. Merci. Et je crois que l'un et l'autre, vous nous avez dit cela en filigrane et peut-être gardons-le pour le suivi et puis pour avoir vos témoignages. C'est tout ce thème autour de comment le Covid a un impact sur les transports, mais sur les transports formels et sur l'informel. Parce que sur le formel, c'est un sujet, mais comment aussi aborder cette question de la perte à gagner ou pas dans le secteur informel, dans nos économies. Et ça, j'aimerais bien ensuite peut-être que ceux qui veulent compléter sur la question du comment articuler ces deux niveaux-là, formel et informel, puissent renforcer ce point-là. Est-ce que, par exemple, ça a permis au secteur informel de grandir, mais être aussi un vecteur de propagation du Covid ou pas? Comment vous le contrôlez? Ou est-ce qu'il faut le contrôler? Donc on va garder ça un peu pour la suite. Mais si déjà certains d'entre vous veulent abonder dans ce sens, ça sera intéressant. Bon, je passe la parole à madame. Merci.
Au niveau de l'impact que la Covid a eu sur les transports urbains, ils ont déjà cité plusieurs points. Je voudrais rappeler également que cela a eu un impact négatif sur les recettes qui ont baissé du fait de la réduction du nombre de passagers. Aussi, il y a eu quelques dépenses supplémentaires qui se sont ajoutées à celles existantes depuis longtemps, celles qui concernent l'achat du matériel de lutte contre la Covid. Et aussi, il y a eu, quand il y a eu l'état d'urgence lancé en Côte d'Ivoire, je pense le 23 mars 2020, il y a eu, comme le DG l'a dit, la cessation d'activité qui aussi a entraîné le chômage technique pour plusieurs travailleurs et pour les employeurs qui ont dû payer les 30% à ces travailleurs mis en chômage technique pendant que les activités étaient en cessation temporaire. Également, il y a eu le maintien des charges incompressibles, telles que les baux, les factures et les taxes et les impôts, tout ce qui court après, tout ce qui entoure l'activité de transport. Il y a également eu l'usure du matériel du fait de leur stationnement également temporaire, ce qui a créé également des dépenses supplémentaires au niveau de l'achat des pièces, au niveau des pneumatiques, tout ça. Et ce sont ces quelques points que j'ai voulu ajouter. Merci. Merci. Moi, c'est Nyani Ibrahima. Je suis le coordinateur national de l'Association mauritanienne de communes du Sud. Mon intervention, c'est par rapport à l'impact de la Covid sur le transport. Par rapport à ce que les précédents ont déjà énuméré, il y a cet impact qu'on retrouve pratiquement dans la plupart des pays. C'est que la Mauritanie a subi aussi plein fouet cette Covid-19 sur le transport. D'abord, en premier lieu, il faut faire la différence entre, quelqu'un l'a dit tout de suite, les types de transport formel et informel. Oui. Les taxis, ceux qui font le transport par taxi et qui développent un business ont subi aussi un impact négatif. Madame vient de dire tout de suite, par rapport à la diminution des recettes. Donc ça a eu des effets négatifs sur la perte de l'emploi, parce que quand il n'y a pas de recettes, c'est que le patron ne pourra plus payer les chauffeurs. Donc il y a compression à ce niveau. Donc, et le transport public, que moi je considère un peu formel, parce que c'est régulé. Et à ce niveau aussi, il y a un impact social. Au niveau de ceux qui ont un revenu un peu faible, qui n'ont pas les moyens de payer ou bien de louer une voiture à leur charge. Donc ça, il y a un déséquilibre au niveau social qu'on a subi en Mauritanie. Et tout cela, au niveau maintenant des barrières, des gestes barrières, ça a été constaté au niveau de tous les types de transport. Mais à un moment donné, il y a eu un délaissement. On comprend très bien parce que le business a pris les dessus, de sorte que les barrières, les gestes barrières, on a tendance un peu à négliger. Et avec, je le dis ouvertement, avec la complexité aussi des services de l'ordre qui ferment les yeux, qui laissent passer les choses et que le business se développe. Et s'il y a une contrainte, c'est une contrainte de comment harmoniser, articuler ces gestes barrières et pour éviter, pour avoir moins de cas. La contrainte est à ce niveau, que ce soit au niveau de l'État pour le contrôle, que ce soit au niveau de simples citoyens, c'est à ce niveau. Sinon, c'est tout ce que j'ai pu faire comme constat au niveau de la Mauritanie. Ça a impacté le service du transport, de sorte qu'il y a eu des pertes de l'emploi, je l'ai dit, mais aussi
au niveau du citoyen lambda, le constat est moins prévisible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a l'impression que tout va très bien, alors qu'il y a des cas. Il y a des cas de Covid dits seulement à une simple négligence, donc par manque de vigilance par rapport aux mesures de barrière. Voilà ce que je peux apporter pour le moment. Merci. Merci, Monsieur Ibrahima Niang. Donc, bienvenue aux nouveaux venus. La séance a été un petit peu déplacée et nous avons jusqu'à 9h40. D'accord ? Donc, ça nous laisse un bon temps encore de discussion. Bien, dans ce premier mesure d'impact de la Covid, vous avez les uns et les autres beaucoup parlé donc essentiellement de transport passager. Mais la Covid, c'est aussi du transport des nourritures, l'approvisionnement des marchés, la base économique quand même d'un pays. Est-ce qu'il y a eu des ruptures dans les systèmes d'approvisionnement, qu'ils soient à l'intérieur du pays ou en dehors du pays? Est-ce que vous pouvez nous apporter un petit peu maintenant sur pour compléter peut-être ce premier tour d'horizon, avec en quoi, d'après vous, la Covid a eu de l'impact, non pas sur les transports des passagers, mais sur tout ce qui est l'économie des transports des marchandises. Voilà. Et est-ce que les marchés ont été approvisionnés? Est-ce que les prix ont augmenté? Quels ont été les impacts sur, disons, l'accès de la ménagère ou de celui qui achète aux biens de base? Est-ce qu'il y a eu rupture? Est-ce qu'il y a eu propagation de la Covid via les aliments que l'on observe quand même dans certains endroits par la chaîne alimentaire, qui s'infiltre par un autre niveau qui n'est pas celui des passagers et, comme vous disiez, sur la question des gestes barrières. Est-ce que vous pouvez nous compléter un petit peu donc, sur transport de marchandises, économie des transports de marchandises? Merci. D'une manière générale, on pourrait dire facilement que la Covid a atteint tous les systèmes de transport, et les transports de passagers, ainsi que les transports de marchandises. Si nous prenons le cas d'Abidjan, pour ne pas dire le cas du Grand Abidjan, nous savons tous que les aliments, pour ne pas dire les marchandises, en termes de nutrition, viennent de l'intérieur. M. Diaby avait souligné tout à l'heure qu'à un moment critique du fléau, Abidjan a été isolé pendant longtemps. Et donc, il est facile d'imaginer qu'en fait, une bonne partie des provisions qui viennent de l'intérieur n'ont pas pu avoir la célérité, accéder au marché d'Abidjan tel qu'il était par le passé. Donc, je ne pourrais pas vous dire à quel niveau, en termes de pourcentage d'affection, cela s'est passé, mais il est aisé de dire qu'en fait, effectivement, le transport de marchandises a été affecté également comme le transport urbain. Peut-être que M. Diaby pourrait ajouter là-dessus. Mais à ce niveau, le gouvernement a essayé de faire la part des choses. Et je crois qu'il y a eu un traitement assez souple avec le transport de marchandises, parce que la première des choses était de voir, il a été constaté que ce sont les personnes qui sont à la base donc, de la propagation du virus. Donc un accent a été mis sur le déplacement beaucoup plus des personnes. Donc le transport de personnes a été beaucoup plus impacté par les mesures barrières. Cependant, le transport de marchandises, à cause du nombre réduit de personnes dans les cabines, n'a pas été traité de la même façon que le transport de personnes. Donc le transport de marchandises, il y a eu seulement ce qu'on appelle l'observation des mesures de la distanciation dans les cabines. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus prendre 3-4 personnes dans les cabines. Il était seulement recommandé que le conducteur et son aide-conducteur, qu'on appelle l'apprenti, soient présents dans la cabine. À part eux, personne d'autre, ni accompagnateur de la marchandise, encore moins convoyeur, tout était interdit dans les cabines. Il n'y avait que 2 personnes dans les cabines. Mais tout ce qui était transport de marchandises était autorisé à faire les allées et venues sans aucun problème. La seule condition était de respecter d'abord la question de la distanciation dans les cabines, le port des masques, le lavage des mains, etc., etc. La deuxième chose où il y a eu un impact sur le transport de marchandises, c'est que toutes les frontières de la Côte d'Ivoire sont restées fermées.
sont restés fermés. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, les frontières sont fermées, mais fermées pour le transport de personnes. Jusqu'à aujourd'hui, les frontières sont fermées dans le cadre du transport de personnes par autocar, etc. Jusqu'à ce jour. Donc, jusqu'à ce jour, les frontières, le transport international avec de marchandises n'est pas fermé. Mais la seule condition, c'est de respecter les mesures barrières, notamment la question de la distanciation, le port de masque, la possession du gel hydroalcoolique dans la cabine, etc. Quand ces dispositions sont remplies, jusqu'à ce jour, le transport donc, de marchandises internationales continue. L'idée, c'est d'éviter donc d'envoyer un autre fléau qui serait lié donc à la cherté de la vie. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. Merci beaucoup pour donc, ces précisions. Et je passe la parole à Madame Assemian, Blanche. Je pourrais, pour ma part, dire que le transport de marchandises a été impacté. Peut-être pas à la même hauteur que celui des personnes, mais je pense qu'il a été impacté, étant entendu que quand l'état d'urgence a été lancé, nous avons assisté à la fermeture des restaurants. De ce fait, nous pensons qu'ils ont une clientèle qui a baissé quand même ou qui a disparu de façon temporaire. Il y a également, quand on a confiné le Grand Abidjan et que les transports interurbains ne fonctionnaient plus, je pense que même le transport, par exemple, de l'hydrocarbure, les transporteurs d'hydrocarbures ont sûrement également subi ces déshydratats liés à l'avènement de la Covid. Et donc, l'un mis dans l'autre, je pense que également les transports de marchandises ont été aussi impactés. Comme je l'ai dit, peut-être pas à une certaine hauteur pareille à celle des transports de personnes, mais il a été impacté. Merci. Effectivement, en Mauritanie aussi, il y a eu l'impact sur le transport de marchandises, notamment sur certains produits de première nécessité. Si je prends l'exemple des produits de consommation, il y a eu un fait qui s'est passé en Mauritanie. Il y a un temps où il n'y avait pas de fruits et légumes en Mauritanie. Et ça a pesé lourd pour les autorités, mais pour aussi les citoyens. Donc ça a impacté vraiment les ménages, ça a impacté les citoyens, de sorte que, mais comme on dit, ça a permis un peu de prendre conscience de la situation dans nos pays africains, particulièrement la Mauritanie, où on dépend pratiquement de 60% de l'importation des produits de denrées alimentaires, notamment fruits et légumes. Ce qui fait que ça fait une prise de conscience sur quelqu'un dans les exposés hier, quand on l'a dit, c'est comment aujourd'hui développer l'agriculture urbaine, notamment le maraîchage. Actuellement, on est en train de développer le maraîchage au niveau de la capitale, Nouakchott. Donc c'est une prise de conscience, mais on aurait dû faire cette prise de conscience bien avant la pandémie, et parce qu'il y a d'autres choses qui peuvent aussi jalonner et impacter, en dehors même de la Covid, qui est la fermeture des frontières, s'il y a des problèmes avec le pays frontalier et tout. Donc c'est ce que j'ai quand même pu noter par rapport à cette question. Merci. Merci, Monsieur Niang. Il y a effectivement l'impact de la Covid que vous avez tous souligné sur le transport des marchandises, même, et ça c'est intéressant ce que vous nous disiez sur l'ouverture des frontières, non pas aux personnes vecteurs de Covid, mais aux marchandises, avec des conducteurs qui respectent au minimum les gestes barrières, etc., et la protection, paraît intéressant. Mais je pense aussi que élever la sécurité, que c'est une alerte pour nous dire d'élever la sécurité alimentaire des villes autour des ceintures vertes, du maraîchage, des circuits plus courts qui vont réduire non seulement les coûts de transport, mais aussi garantir la fraîcheur des produits. Et donc cette tendance-là, c'est une tendance qui a l'air de vouloir se généraliser.
Disons, c'est une alerte pour dire le système que l'on avait avec des longs systèmes de transport, des ruptures de charge, n'est peut-être plus au goût du jour. Il faut savoir se protéger et donc élever l'autosuffisance alimentaire des régions urbaines, on dirait, et des villes. Bien. Merci pour ce premier tour de table. Il a été vraiment intéressant puisqu'on a la chance d'avoir des panélistes qui nous viennent d'horizons un petit peu différents, à différents niveaux d'échelle et institutionnels. Je vous propose maintenant, donc, autour de des 4 questions, hein, qui étaient autour de l'impact de la Covid, qui est le principal, disons, de ce travail. Le rôle des mobilités douces ou pas, est-ce qu'il y a eu des liens entre la réorganisation des transports et ce dont on parle de mobilité douce dans une perspective de transition écologique? Puisque là, on a quand même un défi, c'est celui des changements climatiques également, qui nous oblige à repenser les transports et réduire la consommation des hydrocarbures qui, de toute façon, ne sont pas là pour durer. On a atteint quand même le peak oil. Et puis, on en a parlé, mais donc je la répète pour les nouveaux venus, comment améliorer les conditions de protection dans les transports. On parlait des gestes barrières, on parlait d'un certain nombre de choses. Ça, c'est vrai, mais combien les respectent, en particulier dans le secteur informel, et comment faire pour les faire respecter? Parce qu'on sait que faire, mais l'impact sur l'emploi dont vous nous parliez, s'il y a la moitié des passagers ou un tiers des passagers, c'est un tiers en moins, vous nous disiez, sur les immobilisations. Donc là, on a un sacré problème sur aussi l'amélioration des conditions de protection dans les transports publics, qui peuvent être un foyer de propagation de la Covid, qui est notre thème. Dans un deuxième temps, madame, messieurs les panélistes, je vous propose peut-être d'écouter et que vous nous fassiez vos commentaires, bref, si possible, on a une belle salle. Vous nous faites part de vos commentaires et vous posez des questions ou à l'ensemble des panélistes ou à un en particulier. Il va y avoir... Est-ce que quelqu'un peut m'aider pour circuler le micro? Madame? Oui? Vous pouvez nous aider? Voilà. Monsieur, en fond de salle, s'il vous plaît, madame. Et présentez-vous en deux mots, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Je suis docteur Kofi Boadi de l'université Jean-Louis Guédé de Daloa. Je suis géographe. J'aurais 2 questions. D'abord, une question à madame. Pendant l'arrêt parce qu'elle est, je crois, DG de la société Label, c'est ça? Voilà. Et je sais que pendant le confinement, il y a eu un arrêt total de votre parking. Voilà. Vos charges, je voulais parler du loyer, personnel, abonnement divers. Ce sont des charges dont vous avez dû faire face, en fait. Et puis aussi, il y a eu peut-être vos dettes, parce qu'il y a des dettes que vous devez rembourser, par exemple. Voilà, avec l'avènement du Covid ou bien de la Covid, vous avez sûrement eu des difficultés à rembourser peut-être ces dettes. J'aimerais savoir comment vous aviez été accompagné. Voilà. Ma deuxième question s'adresse à monsieur. Voilà, je sais que l'intérieur de la Mauritanie, par exemple, une ville comme Kifa, qui est à 600 ou 700 km de Nouadhibou, par exemple, et qui dépend de Nouadhibou par rapport à certains besoins comme peut-être le poisson. Bon, vous n'en consommez pas trop, mais peut-être le poisson. Et pendant la pandémie, il y a eu des difficultés d'approvisionnement. Est-ce qu'il n'y a pas eu de nouvelles stratégies? Je sais que cette ville est à mi-chemin entre le Mali et puis voilà, Naboudou. Est-ce qu'il n'y a pas eu une nouvelle stratégie, par exemple, d'approvisionnement depuis le Mali ou bien depuis la frontière du Mali? Merci. Merci. On va peut-être prendre On va continuer. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions pour nos panélistes? Qui veut prendre la parole? Oui? Oui, mais je vais prendre deux.
S'il vous plaît, vous avez une question devant? Non, mais j'organise. Je préfère... ça fait gagner énormément de temps. Et Alors, ça laisse les personnes préparer leurs réponses. D'accord. Bonjour, chers panélistes. Bonjour à l'Assemblée. Je suis M. Marc-Arthur Brou, directeur du stationnement et du transport à la commune du Plateau. Alors, moi, j'avais voulu juste donner une petite expérience. Et puis, je crois que souvent, ces échanges, ces panels sont le lieu aussi d'interpeller certains acteurs du transport. Et mieux, nous sommes toujours à la recherche de partenaires pour nous aussi nous aider dans nos stratégies de développement du transport. Alors, ce que moi, je voulais ajouter par rapport à ce qui s'est dit sur l'impact du Covid sur les collectivités, c'est que nous, on a eu, par contre, un effet un peu atypique. C'est-à-dire que nous, la Covid a plutôt freiné un plan de développement que nous avions et que nous devions mettre en place depuis 2019. Aujourd'hui, tous ceux qui aujourd'hui fréquentent le plateau, tous ceux qui fréquentent le plateau aujourd'hui savent que si vous avez un véhicule, il est difficile de vous garer. Et mieux, si vous vous garez mal, vous êtes sujet à une répression. Donc, il y a un véritable plan de développement du stationnement qui a été pensé, qui est en train d'être mené, parce qu'il faut penser à créer, même pas penser, on est au stade aujourd'hui où on doit créer des silos parking, créer des parkings sur pilotis, trouver des balises de stationnement, repenser le stationnement, repenser le transport intercommunal. Nous sommes passés de 12 gars informels aujourd'hui à 4, parce qu'on s'entend, monsieur le ministre, et je crois aussi, monsieur le directeur du Haut Conseil nous avait approché pour être flexible sur la mesure, parce que la Covid aussi impactait sur les transporteurs qui n'arrivaient pas à faire du chiffre, qui était lui aussi un père de famille, qui avait des difficultés après pour, comment on appelle ça, pour subvenir à ses besoins. Donc il y a toute cette stratégie-là qui est déployée, par exemple, nous à notre niveau, et qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de considérer le Covid comme réellement un frein. Il y a d'abord ça. Mais on a trouvé aussi des palliatifs. On ne s'est pas arrêté aussi à l'assistance de l'État. On a essayé nous-mêmes de souffler des petites solutions telles que, par exemple, créer de la mobilité douce, mais je dirais verte en même temps. Aujourd'hui, vous constaterez que dans les prochains mois, vous aurez dans la commune du Plateau près de 100 vélos électriques disponibles pour la population, par exemple. Vous aurez des bus qui vont fonctionner à l'énergie renouvelable, où on sera à moins de 15 personnes dans les bus. Vous aurez des taxis VIP où vous serez à pas maximum 3 personnes, c'est-à-dire que le chauffeur et les 2 personnes. Il y a toute cette politique-là qui est quand même mise en place. Donc vous comprenez avec moi que si on arrive au stade où on réussit à développer tous ces projets-là, on peut déjà impacter, anticiper, même si c'est les gens d'influence qui ont été le Covid, par exemple. Parce que le Covid, pour nous, c'est le manque de réponse, je dirais, à la demande. Parce que vous avez la Sotra aussi aujourd'hui qui est en pleine restructuration, qui veut faire venir 4000 bus. Je vous assure que si on a 4000 bus à Abidjan, on ne sera plus bondé dans les bus. Donc, ce qui fera aussi que le trafic sera moins important, les bus seront moins chargés. Au niveau du plateau, nous sommes en train de favoriser le fait que celui qui est à Cocody, à Blocos, ou bien qui est dans la zone de Blocos, Makori, aux alentours de la Berge, puisse garer son véhicule, prendre un bateau-bus et venir au plateau travailler, et après repartir aussi. Donc voici un peu, je veux dire globalement, l'idée qu'on a au plateau, et puis en même temps interpeller tous les potentiels acteurs qui veulent se joindre à cette politique de développement-là, que nous restons ouverts à toutes les solutions. Merci bien à vous. Merci beaucoup pour ce témoignage qui nous montre que la Covid, en fait, peut être aussi, bon, est une grande calamité, mais elle peut être aussi, comme vous nous le démontrez, un accélérateur pour mieux s'adapter. Les idées que vous nous avez passées sur des vélos, des véhicules électriques, dynamiser les transports fluviaux dans une ville comme ici, voilà autant de pistes qui me paraissent porteuses d'espoir. Et ça, c'est très, très important de garder cette perspective pour le futur. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage. Je vous propose que nos panélistes qui ont eu le temps de préparer leurs réponses nous fassent part de leur témoignage maintenant.
non. Non. La question. Ah, excusez-moi, allez-y. Merci. Permettez que je rebondisse sur la contribution. C'est une contribution de monsieur. Et je devais y arriver un peu plus tard en termes de conclusion ou voire d'éventualité pour pouvoir améliorer le système de transport. Moi, je prendrais la Covid pour un autre aspect comme une opportunité. Ce dont vous parlez, c'est une opportunité, mais de réorganisation du secteur. Ce que monsieur a dit va pour presque toutes les communes d'Abidjan. Parce que je parle ici un peu en tant que membre du conseil stratégique de la Mouga. La Mouga, c'est l'organisation de la mobilité urbaine du Grand Abidjan que l'État a créée pour la dynamique, pour ne pas dire l'accompagnement de ce secteur. Il y a aussi, puisque je parle de la Mouga, l'ARTI, qui est l'autorité de la régulation du transport intérieur. C'est deux mamelles pour réorganiser les transports. Ce dont vous parlez, puisque nous savons tous, puisque je viens de la commune de Cocody aussi, ce qui se fait dans la commune du Plateau dont vous parlez. La commune du Plateau, je parle sous votre contrôle, est une commune qui pourrait servir de laboratoire aux autres communes d'Abidjan du fait de sa taille et du fait de son rôle. Nous savons que vous avez un projet de pouvoir confiner tous les véhicules à l'entrée ou aux entrées du plateau et ensuite avoir un système de transport vert et un système de transport à vélo et électrique pour pouvoir distribuer, je parle en termes de distribution, les passagers à l'intérieur et ensuite les ramener vers le bord pour qu'ils puissent partir. Généralement parlant, c'est un système de stationnement dont on parle. Et dans la commune de Cocody, pour ne pas dire dans toutes les communes, nous sommes en train de voir comment alléger les stationnements en termes de gare dans le sens plein du terme, en termes de tête de stationnement et en termes d'arrêt minute. Parce que les stationnements en général sont constitués à la fois d'un arrêt minute, de tête de stationnement sur le bas-côté pour déposer les passagers en un temps moindre de 10 à 15 minutes, prendre les passagers qui sont là et retourner dans le circuit, et les gares où on arrête les véhicules, on peut prendre de l'essence. Il y a plusieurs services à l'intérieur de gare. Donc, je pense que la Mouga ainsi que les communes vont converger dans ce sens-là avec l'avènement, je dis l'avènement, avec la pandémie de la Covid. On le prend comme une opportunité pour pouvoir aller dans le sens d'alléger le trafic à l'intérieur de communes et donc restreindre les émissions de gaz à effet de serre. Voilà, c'est très important. Alors parlons de mobilité douce, pour ne pas dire de vélo. Cela est envisagé par la Mouga et par les communes aussi, mais il va prendre un peu plus de temps. Je m'explique. Pour les vélos, il faudra des infrastructures. Il faudra des infrastructures aménagées, des pistes cyclables auxquelles on n'a pas pensé. Et que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des communes, on n'y a pas pensé. Peut-être que ce serait un peu plus facile pour le plateau, vu sa taille, vu son organisation, mais ça va être un peu plus difficile pour les communes. On va y penser, on va y arriver un peu plus tard. Mais je pense que l'utilisation de véhicules électriques ou autres viendra un peu plus rapidement que l'utilisation de vélos. C'est pour contribuer un peu et compléter ce que vous venez de dire. Je vous remercie. Oui, pour madame et pour monsieur. Merci beaucoup. Et toutefois, il faut quand même, comme nous le disions avant la réunion, le plateau est quand même un cas très spécifique en termes urbains, puisqu'il y a assez peu de marchés, ils sont plutôt périphériques, il y a moins de questions de transport de marchandises, et c'est un peu, comme vous disiez, le mini Manhattan, c'est-à-dire vraiment plus un centre d'affaires. Et donc cela, effectivement, on peut en faire un laboratoire, comme vous le disiez l'un et l'autre, et un bel exemple pour les opportunités, mais laisse à traiter la question encore des transports de marchandises, de l'approvisionnement des marchés, des interruptions de chaînes dont nous parlait monsieur le géographe. Donc je passe la parole maintenant à nos deux panélistes. Madame d'abord et puis monsieur Niang. La première question, je pense, c'était un peu comment on est parvenu à faire face
Aux charges incompressibles. D'accord. Bon, déjà, je pense que ce sont des obligations auxquelles nous avons été confrontés, étant entendu que la CIE, par exemple, la SODECI, eux, ils n'ont pas tenu compte de la situation sanitaire. Également, les propriétaires de maisons ou de gares n'en ont pas tenu compte non plus. Et par rapport au salaire, il faut dire que la Covid a surpris tout le monde. Et aussi, ayant des familles à charge, et la loi qui nous dit que quand on met un travailleur en mise en chômage technique, il y a quelque chose à lui reverser quand même. Donc du coup, on est confronté à la cessation d'activité, mais en même temps, on est confronté à ce que la loi nous impose. Et il y a aussi le social. Quand tu penses que tu as travaillé avec des familles, des personnes qui ont des familles à nourrir et du coup qui n'auront plus l'entièreté du salaire pour faire face à leurs obligations familiales habituelles, parce que eux aussi, leurs bailleurs ne tiendront pas compte de la situation. En fait, c'est une chaîne d'impact. Ça jouait sur tout le monde au niveau où il était, ou ça joue sur tout le monde au niveau où il est, puisque ça continue toujours. C'est ce que je peux apporter à la première préoccupation. Quant à la seconde, j'ai envie de dire la chance, mais je ne sais pas si le mot est bien placé, parce que l'aspect positif a été que nous sommes confrontés à une pandémie d'ordre mondial. Et du coup, ce que nous vivons en Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a certains aspects qui sont vécus ça et là. L'impact de la Covid, je pense que ça se vit un peu dans tous les pays. De ce fait, nous avons adressé un courrier à nos partenaires, puisque déjà en Côte d'Ivoire, on faisait face à l'état d'urgence qui était prorogé au fur et à mesure. Et on ne savait pas quand est-ce que les choses allaient reprendre véritablement. Donc nous avons adressé des courriers à tous les partenaires avec lesquels on travaille pour demander clémence afin que toutes les dettes ou tous les échéanciers soient reportés, mais on pourrait trouver la date de report seulement à la reprise des activités. Et donc, c'est ce que nous avons fait. On leur a adressé des courriers. Ils ont été très réceptifs et ils ont accepté de reporter ces dettes à des périodes ultérieures que nous avons convenues tous les deux. Je pense que j'ai été un peu claire également. Merci. Merci, c'est très bien. Avant de vous passer la parole, Monsieur Niang, peut-être je repasse le micro tout de suite à Monsieur Diaby Ibrahim, qui veut compléter ce que vient de nous dire Madame Assemian. Merci. Je pense que sur ce point, dans le cas du manque à gagner des entreprises de transport, il faut rappeler que dès que la pandémie est survenue, le ministère des Transports et le gouvernement a pris des dispositions pour qu'au niveau de la BCAO, toutes les entreprises de transport qui étaient endettées puissent donc avoir la possibilité de reporter le remboursement de leurs dettes. La deuxième chose, c'est que le gouvernement a mis en place immédiatement un fonds d'une enveloppe de 1700 milliards de francs. De 1500 milliards qui avait 4 niveaux. Il y avait donc un fonds dédié aux grandes entreprises, un fonds dédié aux PME, petites et moyennes entreprises, un fonds dédié au secteur informel et un fonds de solidarité. Ce qui veut dire que tous ceux dans le secteur du transport et dans les autres secteurs qui ont été impactés par la pandémie avaient la possibilité, s'ils remplissaient les conditions et qu'ils sont éligibles, d'être accompagnés financièrement par ce fonds. L'idée était de tout mettre en œuvre de la part des autorités pour que nous, les transporteurs, comme vient de le dire Madame, si nous avions des charges au niveau de nos loyers, au niveau du courant, au niveau de nos employés, etc., au niveau de nos banques, nous puissions avoir les moyens de couvrir nos charges et à la limite de ne rien sentir sur les dommages causés par la pandémie. Et toutes les grandes entreprises de transport qui étaient éligibles à ce fonds, certaines se sont vues attribuer 1 milliard de francs pour donc supporter le manque à gagner qu'ils ont eu.
toutes les entreprises qui étaient des petites et moyennes entreprises qui ont été éligibles se sont vues allouer 500 millions de francs pour pouvoir supporter, si vous voulez, les manques à gagner. D'autres ont 300 millions, 200 millions, etc. Au niveau du secteur informel, même les conducteurs, bon, ça n'a pas été généralisé, mais il y a eu un embryon de prise en compte des conducteurs à raison de... D'autres ont eu 300 000, d'autres ont eu 200 000. Au niveau du secteur vraiment informel, d'autres ont eu 25 000 par mois pendant 3 mois, 75 000 francs. Alors il faut dire que ça n'a pas pris comme ce que nous souhaitons, mais l'intention était là, de faire en sorte que le gouvernement puisse songer au fait que les acteurs du secteur du transport, et tous les acteurs d'ailleurs, c'est dans tous les secteurs d'activité, hein, que c'est dans l'hôtellerie, dans le commerce, dans le transport, dans beaucoup d'autres choses. En tout cas, tant que vous êtes opérateur économique, l'enveloppe était là. Si vous êtes éligible, on vous accompagne. Dans le secteur du transport, ça s'est passé. Et je pense que ça n'a pas été fait tout à fait comme ce que nous souhaitons, mais l'intention était là. Et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, si vous êtes éligible, vous pouvez prétendre avoir donc, quelque chose. Donc je tenais à le dire pour ne pas que ça passe en perte et profit. Bon, merci beaucoup. Et effectivement, je crois que ça, c'est une vraie vision stratégique, celle qui s'est construite avec la BCEAO, qui est vraiment grandes entreprises, PME, secteur informel, fonds de solidarité. Et on pourrait vraiment creuser davantage cet aspect. Et en particulier, c'est la question de comment atteindre le secteur informel, qui est plus difficile à atteindre par nature et qui est directement exposé lui aussi. Mais merci donc pour cette vision stratégique et puis tout à fait opérationnelle. Ça, c'était vraiment un apport important, à mon avis, à notre débat. Donc maintenant, la parole est à vous. Merci. D'abord, c'est un grand plaisir d'entendre que la ville de Kifa résonne au cœur d'Abidjan, en Mauritanie. C'est très bien. Et par rapport à la question des difficultés d'approvisionnement de poissons pendant Covid-19 en Mauritanie, d'approvisionnement de poissons pour la ville de Kifa, il y a eu le plan stratégique, il est là. C'est qu'il y a eu des dépôts de vente de poissons à prix raisonnable. Je dis prix raisonnable, c'est à prix où le citoyen lambda qui a un revenu faible peut vraiment acheter ce poisson. Et je dis bien que cette initiative n'a fait que renforcer l'initiative qui était là avant Covid-19. Oui, il y avait cette initiative parce que le souci était que les villes reculées, loin de Nouadhibou, Nouakchott, les grandes agglomérations, il faut chercher une solution. Donc, avec Covid, ça n'a fait que renforcer davantage ces dépôts où on vend des poissons congelés à prix raisonnable. Merci. Bien, je vois des personnes s'approcher de la salle. Simplement vous dire, la session sur les transports et l'impact du Covid a commencé à 9h40 et donc on va terminer d'ici 5 minutes à peu près en laissant donc le terrain pour ceux qui vont travailler autour des thèmes de logement et de la session qui était prévue, elle, un peu plus tôt. D'accord ? Donc, prenez votre mal en patience. Vous êtes les bienvenus pour écouter un thème, à mon avis, passionnant sur l'impact sur les énergies. Oui, très bien. Donc, je vais prendre il nous reste quelques minutes et je ne veux pas empiéter sur nos amis des autres secteurs. Donc, je vais prendre une dernière question et puis peut-être un mot de conclusion de chacun des panélistes suite à cela. Et il nous reste... Voilà, 5 minutes au total, donc on est tranquille. Allez-y, monsieur. Présentez-vous brièvement, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Je suis Sanogo Mamadou, 5e adjoint au maire de la commune de Cocody. Voilà. Parlant de l'impact de la Covid, je voudrais indiquer qu'au niveau de la mairie de Cocody, dès que la pandémie est apparue, nous avons pris le taureau par les cornes. D'abord, par la sensibilisation des populations, mais ensuite, au mois d'avril 2020, tous les acteurs économiques de la commune de Cocody ont été exonérés d'impôts.
tous les acteurs économiques de la commune de Cocody ont été exonérés d'impôts. Et cela nous a coûté au bas mot 200 millions. Ça, c'est un apport que nous avons fait en termes de solidarité à nos opérateurs économiques, mais également pour participer à la lutte contre la Covid. C'est ce que je voulais indiquer brièvement. Merci. Merci beaucoup. C'est tout à fait important de le souligner, de voir comment les différents acteurs ont été directement impactés. Voilà. Il nous reste peut-être un petit commentaire bref et ensuite un mot de conclusion de chacun de nos panélistes. Et puis, on laisse pour la prochaine session. S'il vous plaît, madame. Merci encore. En prélude à la conclusion, c'est un mot de conclusion que je voulais faire, mais il est plutôt pour exhorter, par exemple, la société Label Transport, parce qu'au moment de la Covid, je me rappelle bien, notre département a traité une reconversion de vos services. C'est-à-dire que vous êtes passé du transport interurbain à du transport de personnel dans la commune du Plateau. Vous avez été exonéré aussi des taxes concernant cette activité-là, parce que nous avons pensé qu'il fallait soutenir ces entreprises-là. Alors c'est le lieu de vous interpeller, vous, transporteurs, pour vous dire qu'il y a la place dans ce secteur-là aussi. Le transport de personnel, le transport d'étudiants, le transport d'élèves, il y a la place dans ce domaine-là. Vous comprenez que si vous prenez un cas de 60 places, que vous transportez 60 personnes, en termes de pollution, vous polluez moins que 10 véhicules de 7 places qui vont venir prendre des personnels. Donc c'était pour vous interpeller un peu sur ce domaine-là. Très bien, merci. Merci beaucoup. Parfait. Donc je vous propose, on reprend le même cheminement que nous avions au démarrage. Un mot de conclusion de chacun d'entre vous et peut-être en regardant le futur aussi. Qu'est-ce qui nous attend? La Covid, il y en aura d'autres. Donc autant nous préparer dès aujourd'hui. Donc voilà, un petit mot de conclusion de chacun et puis on finira comme ça notre débat. Vous avez un micro à votre disposition et voilà, madame. Merci. En termes de conclusion, je voudrais dire ici que la Covid a permis aux autorités ainsi qu'aux administrés de se rendre compte de l'importance du système des transports. Le système des transports, c'est l'épine dorsale de l'économie. Et du fait de la réduction de son activité, on a vu l'impact, généralement parlant, sur l'économie. Mais en conclusion, ce que nous devions prendre comme décision, c'est de voir dans quelle mesure assister les systèmes de transport pour les rendre beaucoup plus professionnels et beaucoup plus dynamiques, à la fois en termes de réorganisation, d'accompagnement, de financement, de formation des acteurs de ce système. Cela n'est pas seulement le rôle des gouvernants, c'est le rôle des gouvernants, c'est le rôle des communes, c'est le rôle des acteurs en se donnant la main pour que ce système puisse évoluer et l'optimiser dans un système de transport intégré, la multimodalité, avec l'utilisation de la billettique, du ticket unique qui devra venir. Cela prendra du temps, mais c'est vers cela que nous devrons évoluer. Je vous remercie. Merci. La pandémie du coronavirus a rappelé aux transporteurs, si je puis m'exprimer ainsi, qu'il est important qu'un gouvernement puisse avoir les moyens de sa politique. Parce que lorsque vous êtes un investisseur, je rappelle que rien qu'un autobus de madame ici, un autocar qui fait Abidjan-Boaké, nous sommes dans l'ordre de 100 millions de francs CFA, sans compter les ajots de la banque. Ça veut dire que si elle a 10 autocars, elle a pour 1 milliard 200 millions d'investissements, et il y en a qui en ont 20, 30, 40, 50, il y en a qui en ont 200 aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Alors si vous voyez le niveau d'investissement qui est fait dans le transport, et que tout d'un coup, vous avez une pandémie comme le corona qui vient tomber, qui freine votre activité, vous avez besoin de soutien. Et lorsque spontanément le gouvernement met à votre disposition, pas pour les transporteurs seulement, une enveloppe de 1700 milliards qui vous permet, si vous êtes éligible, de supporter un tant soit peu le manque à gagner, vous avez de la chance. Et en Côte d'Ivoire, on peut dire qu'on a eu de la chance. La deuxième chose, c'est qu'en termes de mobilité douce, avant la pandémie, des dispositions avaient déjà été prises, assez douloureuses, mais dont nous voyons les conséquences aujourd'hui, avec la prise d'un décret qui a limité l'âge moyen de l'importation des véhicules usagés. L'idée était de lutter contre ce qu'on appelle les pollutions atmosphériques
et de faire en sorte que la question du développement durable soit maîtrisée en Côte d'Ivoire. Si on reporte ça au secteur du transport routier, vous allez voir que de plus en plus sur nos grandes routes, nous n'avons plus des autocars qui fument à tout bout de champ. Nous avons aujourd'hui des autocars de dernière génération qui sont sortis, qui sont financés, qui sont excessivement chers, mais qui sont aujourd'hui sur nos routes. Première chose, on lutte contre l'insécurité routière. Deuxième chose, on lutte contre la pollution atmosphérique. Et in fine, on essaie donc de maintenir le développement durable. Ce que nous pouvons donc retenir, c'est que la pandémie est arrivée, mais ça a interpellé et les gouvernants et les entreprises à faire en sorte qu'il faut être toujours prêt à faire face à un certain nombre de surprises dans les affaires. Et aujourd'hui, nous pensons que nous avons tiré vraiment de bonnes leçons dans cette affaire. Merci. Merci beaucoup pour ce mot de conclusion. Donc nous nous acheminons vers la fin. Je vois des participants de la prochaine session qui sont là, donc bienvenue. Vous allez entendre les conclusions. Madame, votre mot de conclusion? Pour moi, il faut dire que la Covid ayant impacté grandement le secteur des transports, je peux dire que les transporteurs, dans tout leur ensemble, ont contribué largement au freinage de la propagation de la maladie. On a tous compris que le transport est l'un des moyens les plus larges de propagation et on a accepté de respecter les mesures de protection, les mesures de lutte contre la Covid. Ce que nous pourrons ajouter, nous avons quelques peut-être recommandations à l'endroit des communes pour qu'elles continuent de nous accompagner en tant que transporteurs dans notre activité qui, pour aujourd'hui, on peut dire, nous sert à tous. Étant entendu que le transport des marchandises, je pense qu'il est utile, pas l'activité, mais les retombées servent à tout le monde. Nous attendons des communes un accompagnement et nous disons merci au ministère déjà qui fait beaucoup d'efforts pour nous accompagner, même si on peut dire qu'il reste encore beaucoup à faire, M. Diaby. En conclusion, c'est ce que je peux dire et je vous remercie. Merci pour le mot de la fin. C'est juste pour plus d'accompagnement au secteur du transport, de la part de l'État, des collectivités territoriales. Un accompagnement dans le sens de renforcement des capacités, de la sensibilisation, des formations, de la prise de conscience et tout cela. Et que plus aussi de soutien financier au secteur du transport, surtout les transports qui sont impactés par la Covid. Voilà, donc c'est ce que j'ai à ajouter. Merci. Merci. Donc, nous concluons ici. Tout d'abord, un grand merci à l'OIDP et à l'OIDP, disons, à Cocody, pour avoir introduit, vous qui êtes dans les transports, vous ne pouvez pas vous rendre compte de ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est l'une des premières fois qu'au sein des débats sur la démocratie participative, on se retrouve à aborder le terme des transports qui, comme vous le disiez, est quand même un secteur économique vital, on le sent. Et donc, ça a permis de tous nous réveiller un petit peu, cette affaire-là. Donc, merci à l'OIDP de l'avoir mis. Et c'est bien clair, en vous entendant, quand depuis une municipalité, le secteur privé est interpellé, qu'on comprend bien que c'est à la fois une question de gouvernement, une question d'agence métropolitaine, de niveau métropolitain, de niveau de communes qui sont impliqués. On voit bien que tout ce thème de la démocratie participative, sans parler du secteur informel, sans parler des propres habitants, des transporteurs, etc., on voit bien que c'est un thème qui doit continuer à être creusé. Donc vous nous avez aidé à ouvrir un nouveau champ au sein des débats sur la démocratie participative. Et ça, en plus de la richesse du débat, je trouve que ça a été très important. Donc un grand merci.